passé et l'avenir au secours du présent. Le beau est toujours bizarre. Non, je n'y crois pas. Rien ne distingue les souvenirs des autres moments. Le bizarre est souvent beau. C'est cette bizarrerie qui le fait être particulièrement le beau. Le beau bizarre Non, oui, pour moi, oui. de Zineb Souleymani. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Le Beau Bizarre, un espace sonore libre et hybride, un espace qui tente parfois de réparer la blessure. J'ai commencé à m'intéresser à ces blessures immatérielles qui régissent en fait la psyché de nos sociétés parce que elles sont opacifiées par un déni collectif qui varie d'une société à l'autre. S'il y a une chose qui vraiment me semble urgente et qui m'a motivé dans ce travail, c'est qu'il y a une nécessité aujourd'hui, au XXIe siècle, à une époque où les spectres comme ça du passé semblent ressortir, hanter notre quotidien et je dirais même notre futur, très proche, de prendre en considération ce message que nous vivons sur des amas de blessures immatérielles, culturelles, politiques, la colonisation, les génocides aussi. Toutes les sociétés qui n'acceptent pas de traiter d'une manière pertinente et franche en fait ce que constituent les blessures, entretiennent ces blessures lointaines, et plus vous vous éloignez du traumatisme, plus les spectres en fait et les fantômes qui vont appeler réparation de ces blessures vont continuer à hanter et vont être de plus en plus agressifs. Kader Attia travaille la question de la réparation en regardant les impensés de la mémoire individuelle et collective. Il figure donc tout naturellement dans l'exposition Répare Reprise, présentée à la Cité internationale des arts et organisée par l'association Portes ouvertes sur l'art. Des portes ouvertes sur des artistes qui viennent de contextes culturels et politiques différents, qui ont décidé pour certains ou certaines de fuir ces contextes en s'installant à Paris pour y travailler leur art. Le commissariat de l'exposition est confié à l'artiste et cinéaste Nora Philippe. Ses recherches s'intéresse aux archives ordinaires, aux pratiques féministes et décoloniales. Elle tourne actuellement le film Restitué sur la restitution des œuvres africaines par les musées occidentaux. Elle présente ici les choix de sa curation. La majorité des artistes ici sont réunis autour d'un désir de transmission, de transformation politique, explicitement ou implicitement, et dans la conviction que certains récits sont perpétuellement minorés, ensevelis sous le déni ou les angles morts du regard occidental. Quasiment tous ces artistes viennent déranger, viennent inquiéter, viennent intranquilliser des imageries ou des histoires avec un petit H ou un grand H, en venant y réinjecter par exemple les traces de l'histoire coloniale, ou en venant dire que l'histoire de l'esclavage et de la colonie ne sont pas exactement terminées. Elles continuent de nous hanter et leurs œuvres viennent les figurer. Ces artistes sont Majda Abdelhamid, Azza Abou Rabih, Kader Attia, Sami Baloji, Jacob Bizune, Badi Daloul, Khalid Dawa, Khouloud Hawash, Katia Kamili, Farah Khalil, Randa Mada, Sarah Ouhadou, Khalil Rabah, Ramo et Maha Yamin. Le titre de l'exposition collective Répare Reprise a été traduit en arabe par Tafqir, c'est-à-dire l'action de décomposer, déconstruire et d'analyser. Répare Reprise montre des œuvres qui affrontent des enjeux ultra contemporains et qui tentent de tisser, je dirais, des représentations résistantes. Certaines font référence à la guerre en Syrie, bien sûr, mais aussi aux luttes palestiniennes ou encore tout récemment au meurtre de George Floyd. Ce qui caractérise en fait tous ces artistes, ce sont des pratiques très polymorphes. Vidéo, sculpture, broderie, peinture, gravure. Beaucoup de ces artistes mobilisent différents médiums et différentes techniques pour construire leurs récits et leurs images. Et finalement, de la même manière, quasiment chacun de ces artistes travaille sur différentes échelles, mais en relation des récits extrêmement intimes avec le politique. Pour plusieurs raisons, l'épisode du jour prendra un format particulier, avec l'idée de transformer la contrainte en une nouvelle tentative de restitution. Grâce au brillant médiateur de l'association Axel Toinon, l'épisode sera une visite guidée par ses paroles. On va pouvoir commencer. C'est une exposition qui a été portée par l'association Portes ouvertes sur l'art. Initialement, Portes ouvertes sur l'art syrien. Donc, ils s'occupaient en fait d'accueillir des artistes exilés syriens et de permettre en fait de faire connaître leur travail au public français. Petit à petit, ça s'est élargi. Vous allez le voir aujourd'hui, il y a des artistes de toute nationalité, mais qui viennent principalement de la zone, bien sûr à prendre avec des pincettes sur les noms, mais Moyen-Orient et Maghreb, et aussi Afrique. La commissaire, c'est Nora Philippe. Donc chaque année, l'association invite une commissaire à penser une exposition.
Les travaux principaux de Nora tournent autour des questions de genre, mais aussi de décolonisation. Donc vous allez le voir, ça fait totalement écho au thème de la réparation. Vous voyez dans le titre, répare, reprise. La réparation, dans tout ce qu'elle a de plus trivial, c'est une réparation d'un moteur, d'une robe, d'un vêtement, de quelque chose de très physique. Un travail que font les artistes ici aussi, mais c'est aussi une notion beaucoup plus philosophique, celle de la réparation d'une mémoire ou d'injustice ou de préjudice. La reprise, quant à elle, vous allez le voir, c'est une reprise aussi mémorielle, mais aussi une reprise dans le geste, puisqu'il y a beaucoup de travaux textiles dans cette exposition, et c'est aussi assez intéressant. Tafkik, c'est la traduction, pas une traduction littérale en arabe, mais plutôt une translation, comme Farah Relil le dirait, une de nos artistes, qui est un mot qui évoque, lui, la notion de déconstruction. Donc, dans toute cette réparation, la déconstruction a aussi sa place et a aussi son importance. Donc du coup, je vous propose de commencer dans un sens un tout petit peu particulier qui a été pensé par la commissaire et qui marche assez bien. On va descendre juste en bas derrière le premier rideau et il ne faudra pas regarder la dernière œuvre tout au fond parce que j'aime bien la garder pour la fin, petit suspense. Oui, chef. Donc quand on parle bien sûr de réparation, il est difficile de ne pas évoquer le travail de Kader Atcha sur le sujet, qui est un de ses thèmes de prédilection. Ici, vous reconnaissez sur ce collage des images des gueules cassées, bien sûr, auxquelles on est très habitué, qui sont très documentées, qui font partie de notre histoire aussi nationale, et d'autres images d'œuvres d'art qui, elles aussi, ont été cassées et à la fois réparées, à l'instar de ce masque africain qu'on voit juste ici. Il y a un parallèle, bien sûr, qui est fait entre les gueules cassées, cette histoire qui est montrée, exhibée, comme un souvenir, un stigmate de guerre, et d'autres choses comme ce masque africain qui lui aussi a été brisé, réparé, mais qui est une histoire qui est beaucoup plus cachée, beaucoup plus discrète, ou en tout cas niée, celle de la colonisation, bien sûr. Donc c'est une œuvre assez forte, et en fait elle est arrivée sur ce tableau seulement, et elle a finalement trouvé sa place dans l'exposition sur ce chevalet, dans cet espace tout particulier, puisque vous en convenez, elle est assez forte et assez puissante. Donc voilà, ça c'est la première, on commence par ici, puis on va remonter, du coup c'est un peu contre-intuitif, mais... Ah, et celle du pont, on la voit après? Après, tout à la fin, juste avant de partir. Non, on retrouve sur ce thème de réparation le travail de Khalil Rabat, que vous connaissez peut-être, un artiste palestinien qui est beaucoup plus connu pour des œuvres un peu plus monumentales ou en tout cas abstraites, puisque c'est un artiste conceptuel. Ici, c'est très particulier, on a quelque chose de très physique, donc un Webster, un dictionnaire anglais. Je vous invite à vous rapprocher, peut-être à tour de rôle ou tous ensemble, comme vous préférez, pour voir le mot qui est laissé visible autour de ces clous. C'est le mot philistin. Le philistin, c'est quelqu'un qui est dénué de goût pour l'art, de goût pour la culture en général. Donc en plus du pied de nez assez intéressant qui est opéré ici avec des visiteurs d'une exposition d'art contemporain, il y a aussi une réflexion sur le racisme, en fait, on pourrait dire étymologique de ce terme. Puisque philistin, ça a été utilisé initialement pour décrire les ennemis des Juifs dans la Bible, ceux qui vivent sur l'actuel territoire palestinien. Petit à petit, ça a été déformé par l'usage et c'est devenu cette connotation péjorative. Il y a donc d'une situation géographique une notion qui est devenue aussi une qualité morale. Et ça fait partie aussi, c'est au cœur des travaux de Khalil Rabat, le questionnement du racisme et de la violence linguistique. Et donc on le voit très bien au travers de cet objet, très matériel et très différent de ses inventions. Peut-être que vous connaissez son travail par la fausse compagnie aérienne palestinienne qu'il avait inventée, en recréant des institutions qui ont disparu de Palestine ou qui n'existent pas, comme un musée d'histoire naturelle, par exemple. Et sur cette notion d'invention, il y a un autre artiste qui est juste à côté et qui lui fait écho. C'est Badi Daloul. Sûrement certains d'entre vous ont découvert son travail, comme moi, à l'Institut du monde arabe, dans le cadre de l'exposition sur le canal de Suez, dont il a gagné le prix des Amis de l'Institut du monde arabe. Et donc je vous laisse un peu regarder, tout d'abord, puisque je pense que ça se découvre et ça se questionne. Et puis me dire un peu ce que vous en comprenez, pour ceux qui ne connaissent pas tout à fait son travail. Parce que si vous le connaissez, la surprise est gâchée. Alors vous y voyez, bien sûr, comme moi et comme nous tous, des images d'archives qui sont accrochées sur ces plaques de liège, un peu comme ces enquêtes policières qu'on recomposerait. On imagine bien le fil rouge en fait entre ces images. Il n'y a pas de sens de lecture. On peut prendre les archives uniquement ou les regarder dans leur ensemble. Et on comprend assez aisément, en s'intéressant aux archives et à ce qu'on voit, que ça questionne en tout cas le pouvoir, la création d'une nation, la création d'un État tout particulier, un État colonial, comme on peut le voir sur cette plaque, et qu'on arrive à situer géographiquement en Afrique du Sud, grâce à cette carte, mais qui est une carte totalement fictive, comme toutes les archives que vous trouvez ici. Ce sont parfois de vraies images d'archives qu'il a collectées, mais qu'il a modifiées, anonymisées, comme vous pouvez le voir, il n'y a plus de visage, et qui composent la création imaginaire d'un pays. Ça vient en fait d'une pratique assez enfantine qu'avait Badi avec son frère. Ils jouaient au jeu du pouvoir, ils inventaient des nations dont ils étaient les chefs, les dictateurs, et il a continué en fait cette pratique pour l'élever au rang d'art, et aujourd'hui nous proposer la création
création de ce pays complètement imaginaire, et ça va très très loin dans le détail, puisque vous avez ici un hymne national, avec une langue aussi qui est complètement créée, sa traduction, son explication, et ça vient bien sûr questionner les rouages d'une création d'une nation coloniale autoritaire, et ça vient un peu aussi le ridiculiser. Il y a quand même un humour, un cynisme assez présent dans l'œuvre, puisque quand vous vous intéressez, il y a des choses très drôles. Par exemple, là, sur l'insigne du pays, on a donc des panthères, et puis il y a une flèche qui pointe en disant « Bon, les animaux peuvent être changés si besoin, c'est pas très important ». Et puis, il y a quelque chose d'aussi très fort dans le geste, c'est toujours les mêmes gestes de politique, des poignées de main, des tenues de dossier, et puis vous le voyez majoritairement que des hommes aussi. Pour la petite histoire, donc il y a beaucoup d'artistes dans l'exposition qui sont en résidence à la Cité internationale des arts ou qui l'ont été, dont Badi qui l'a été. La petite anecdote, c'est que Badi a eu un atelier à la Cité internationale des arts. Ses parents sont syriens, lui il est né en France, mais ils ont été accueillis aussi à la Cité et il travaillait dans le même atelier où il est né. Donc c'est bouclé aujourd'hui avec cette exposition aussi. Et juste derrière vous, du coup, que vous avez dû remarquer en rentrant, c'est une partie du travail de Maha Yamin. On a plusieurs pièces dans l'exposition, dont une qui lui répond totalement, on la verra juste après, qui sont, comme vous le voyez, des napperons, tout simplement. Des napperons qui font partie d'un trousseau, un trousseau familial. Le trousseau, c'est donc ce qu'une jeune mariée, dans de nombreuses cultures, va préparer jusqu'au jour de son mariage pour le présenter à la famille de son mari. C'est des années de travail, d'apprentissage, de précision, et c'est ce que Maha vient questionner. Bien sûr, les liens familiaux, l'héritage familial, mais aussi les liens patriarcaux qui entourent cette pratique. Vous voyez aussi la diversité des motifs. On a du mal à croire que ça a été fait au même endroit par la même personne, tant les techniques, les couleurs et les motifs sont différents. Pourtant, si. Et donc, on a eu la chance de rencontrer Maha, bien sûr, dans le cadre de l'exposition. Et on lui a posé la question, comment est-ce possible? Et elle nous a dit, de façon assez marrante, tu sais, au Liban, toutes les femmes étaient abonnées à Modes et Travaux. Et donc, on avait tout cet éventail de patrons, en fait. On pouvait produire plein de choses différentes. Donc, voilà, Maha Yamin est libanaise. Et on va découvrir la suite de son œuvre juste en haut. Vous allez voir qu'il lui fait très bien écho. Pour ce qui est de ce pavé, ça va prendre sens aussi dans quelques minutes. Je pense que ça se passe de commentaires pour l'instant. Et aussi sur l'œuvre, on en parlera un petit peu en haut, l'œuvre s'appelle Calendrier, car comme vous pouvez aisément le deviner, il y a 12 pièces qui vont de janvier à décembre, qui évoquent aussi bien sûr le temps qui passe. Alors juste avant de discuter bien sûr de cette vidéo qui peut difficilement ne pas attirer notre attention, on va s'approcher du travail de Maha. Donc pour les plus courageux, ceux qui ont envie de s'agenouiller, n'hésitez pas pour vous rapprocher et voir d'un peu plus près cette nappe. Donc c'est une nappe, vous le voyez, qui elle aussi est issue de ce trousseau familial. Mais peut-être que vous remarquez en vous rapprochant, ou même de loin, qu'il n'y a plus de fil, qu'elle a été totalement débrodée. Tout ce qu'on voit en fait, ce sont les piqûres sur la nappe. C'est la prolongation du travail qu'on voit juste en bas, et c'est un geste fort que celui de se délier, d'enlever le fil, d'enlever ses liens. Et ça résonne assez bien puisque vous le voyez à travers la vitre, on le voit totalement. Donc là, on est dans la réparation, celle d'une mémoire, dans la reprise aussi par le geste, et dans le tafkik, la déconstruction. Et là, on passe à la vidéo de Jacob, qui est un artiste éthiopien qui est en ce moment en résidence à la Cité. C'est une vidéo qui a été tournée à la Cité d'ailleurs. C'est le pavé que vous avez vu en bas. Ces images, bien sûr, cette vidéo, elle doit vous rappeler aussi sûrement une vidéo à laquelle on a tous été confrontés, celle de l'assassinat de George Floyd. Bien sûr, c'est un hommage pour Jacob. C'est aussi un moyen fort que de choisir la vidéo pour retranscrire cette performance. C'est une performance. À la place du genou du policier, en lieu et place, il y a ce pavé. Il a choisi la vidéo puisque, bien sûr, ça a été le médium par lequel il a découvert cet événement. Donc ça lui a totalement parlé, ça lui a totalement fait écho. Ce pavé, à la place du genou, et, bien sûr, il n'est pas là par hasard, il est lié, lui, à l'histoire politique française. Jacob a été très marqué par mai 68 et par cette fameuse phrase que l'on connaît tous, sous les pavés, la plage. Et dans ce silence, dans ce silence, parce que la vidéo s'appelle Unheard Voice, il y a cette question du poids étatique, du silence aussi, des mouvements contestataires face au racisme étatique. C'est une vidéo assez forte. C'est lui? Oui, c'est lui, c'est Jacob, c'est l'artiste. Bon, juste à côté, on retrouve Samy Balogi. Samy Balogi, vous connaissez peut-être pour les grands corps de chasse du Grand Palais en cuivre. Ici, qui vient nous parler lui aussi de colonisation au travers de ces diptyques. Donc il y en a un ici et un juste en face. Il a été invité dans le cadre de la restauration du musée de Tervuren à accéder aux archives, comme de nombreux artistes. Donc il a accédé à un fonds d'archives photographiques. Il a eu donc en sa possession des négatifs qu'il a tirés, qui sont ceux d'une expédition de 1898 de la Belgique au Congo, donc une expédition coloniale. Il est revenu sur les mêmes lieux où ont été prises ces photos en 2010, donc plus d'une centaine d'années après, et en fait a voulu savoir ce qu'étaient devenus ces lieux, ces constructions, par exemple comme ici cette balise de géodésie, c'est au moment des traçages des cartes, et voir ce qui a été devenu aujourd'hui. Pour Samy, la colonisation n'est pas quelque chose de clôturé, de fini dans l'histoire, mais quelque chose qui a bien des réminiscences dans notre actualité et sur la vie quotidienne des gens, et c'est ça aussi qui est mis en lumière et en perspective dans ce travail. Donc on a ici avec une balise, et derrière on a une histoire toute particulière aussi,
celle de ces hommes qui sont des hommes de la tribu des Yékés, qui est une tribu au Congo qui a été contrainte de collaborer avec les forces belges et donc qui a été vraiment mis au banc par les tribus limitrophes en fait pour cette collaboration. Et donc ça c'est l'arrière-grand-père de ce jeune homme que vous voyez ici, qui a été pris en photo ensuite en 2010. Et donc il y a quelque chose d'assez marquant, je vais me rapprocher juste du cartel pour vous lire le nom. L'arrière-grand-père s'appelle Mukanda Bantou et l'arrière-petit-fils s'appelle aussi Mukunda Bantou, mais a rajouté à son nom Marcel Barasseur. Donc on voit aussi ce transfert d'identité avec un nom qui est bien sûr profondément belge et les réminiscences sur la vie quotidienne et sur des histoires personnelles. C'est quelque chose qui pourrait aborder des thèmes aussi politiques et plus larges, bien sûr. Beaucoup d'artistes utilisent des objets ou des histoires très personnelles. C'est le cas de Fararelli qu'on trouve juste ici avec ses notes de chevet. Notes de chevet, bon, vous le voyez bien sûr, ce sont des tables de chevet. Et c'est peut-être une pratique que vous connaissez, que vous avez déjà vue en fait, de glisser des photos de famille sous la vitre des tables de chevet. C'est quelque chose qui se fait, en tout cas qui se fait dans la famille de Farah. C'est ce qu'elle a fait aussi, envoyer à des photos de famille qui sont intégrées dessous, mais qui sont elles posées sur une nappe. En fait, elle était en résidence en Tunisie, donc dans le village qui est un peu le berceau de sa famille, et un membre de sa famille lui a montré ses photos sur la nappe. Elle les a prises en photo, tirées, et puis comme une mise en abîme, elle aussi remise sous le verre. Elle a questionné d'autres choses avec des paysages de la Tunisie, des photos, des clichés orientalistes aussi, comme vous pouvez le voir. Et quelque chose de très intéressant, ce sont ces feuilles d'eucalyptus que vous voyez dans 3 des tables. En fait, elle est en ce moment en résidence à Tunis dans un jardin botanique. Et elle questionne la botanique coloniale. Comment en fait, par exemple, l'eucalyptus, le palmier ont été tellement d'espèces qui ont été en fait importées dans les pays colonisés pour justement créer ces imaginaires de jardins luxuriants et complètement oriental, enfin dans un Orient fantasmé, quoi. Et donc ça fait partie de son travail actuel. C'est pour ça aussi que c'est ici. Et ça questionne bien sûr l'identité tunisienne. Et on a aussi des petites notes, comme vous pouvez le voir. Par exemple, ici, on a ce qu'on pourrait voir comme un arbre généalogique ou des choses beaucoup plus écrites, qui appellent aussi en fait à l'art d'écrire ces notes le soir, des notes de chevet, des choses de l'intime, de la solitude, qui sont ici matérialisées dans cet objet. Donc ici on a le travail de Sarah Ouadou, que vous aviez peut-être découvert ces travaux, pas ces pièces-là exactement, mais d'autres, dans le cadre de l'exposition Globale Résistance. Quand on lit le cartel, on le devine, mais vous voyez, alors c'est de la broderie sur coton, bien sûr, de fil de coton. Et par-dessus, il y a ce matériau qui apparaît très noir, très sombre. En fait, c'est du caoutchouc. C'est des matériaux en fait, de récup, de recyclage, puisqu'en fait, dans le travail de Sarah, il y a tout un processus artistique assez sociale finalement, puisqu'elle est allée à la rencontre de jeunes étudiantes d'écoles de broderie au Maroc pour questionner leur pratique. Pourquoi faisaient-elles cette broderie? Qu'est-ce qu'elles voudraient en faire dans leur vie? Pour beaucoup, la raison était par exemple celle de constituer un jour un trousseau, comme on l'a vu avant. Et puis ce que Sarah a voulu faire, c'est leur dire que même pour cet objectif-là, il est possible de sortir du cadre, de produire autre chose, quelque chose de différent, de se réapproprier ce savoir-faire traditionnel, qui peut parfois être un peu lourd, et en faire quelque chose de nouveau. Et donc elle a co-construit avec elle ces œuvres qui éclatent complètement les motifs traditionnels. Par exemple, on peut reconnaître certains motifs ici, mais ils sont complètement éclatés, un peu comme une constellation. Et donc vraiment cette reprise de pouvoir en fait sur la pratique et sur le savoir-faire. C'est un objet foncièrement social aussi, puisque c'est créateur d'emplois. Donc c'est très surprenant aussi de voir du caoutchouc dans un travail de broderie. Et donc là on trouve le travail de Katia Kameli, qui est une artiste franco-algérienne. C'est une œuvre dans son ensemble, avec les films qui la composent et qu'on découvrira juste derrière le rideau après, c'est une visite pleine de suspense, qui s'appelle dans son ensemble le roman national. Ces tableaux s'appellent plus particulièrement Soyez les bienvenus, qui questionnent bien sûr l'identité algérienne dans ce qui est raconté, dans le travail d'archivage. En fait, ce travail part d'un kiosque à Alger, très prisé par les Algérois qui vendent des photos originales, des photos historiques, des photos de paysages, toutes sortes d'archives, et en fait qui connaît tellement de succès qui est obligé de photocopier ces originaux pour pouvoir les vendre en fait moins cher à tous les Algérois qui voudraient s'en procurer. Et donc pour Katia Kameli, une analyse derrière ça et une réelle volonté en fait de se réapproprier ces images d'archives, de se réapproprier cette histoire qui a été à la fois racontée par le pays colonisateur, la France, mais aussi par le gouvernement algérien qui a omis certaines parties ou qui a caché certaines parties de l'histoire. Et donc dans cette pratique de reconstruction, ça tourne autour de l'image, des archives. Donc il y a des photos bien sûr de manuels d'histoire, c'est quelque chose, un matériel avec lequel elle travaille beaucoup, mais aussi des photos de paysages, d'architecture précoloniale et puis postcoloniale, des choses qui ont beaucoup de signification pour les Algérois, comme le Club des Pins, qui était avant un endroit très populaire, un beach club, et puis qui est devenu un peu le centre du pouvoir, et d'autres images aussi, et d'autres clichés. Et donc on va découvrir juste derrière le film en question. Donc ici on a 2 parties de ce film, il y en a 3 normalement. On arrive juste au début, ce qui est parfait. On a des images ici de célébration officielle. J'ai une relation, oui, comme tous les Algérois, importante avec ce mur ou ce kiosque, je vais dire ce kiosque. J'y passe très souvent, pratiquement tous les jours, c'est pas très loin de chez moi. Et effectivement, je m'arrête
régulièrement devant ce kiosque et je vois donc ce défilé d'images, de cartes postales anciennes, de photos des anciens politiciens, parce qu'effectivement, pour moi, c'est très très emblématique du rapport que l'Algérien entretient à son territoire. Ça m'a toujours interpellé cette envie qu'on a toujours de trouver des représentations d'Alger, des femmes, de tous les personnages qu'on voit sur ces cartes, un peu à l'ancienne, en noir et blanc. Pourquoi ce désir de... Pourquoi revenir à ça? Tu sais, il n'y a pratiquement pas de carte postale d'Alger. Hein. Tu peux chercher partout ailleurs dans Alger. C'est vrai qu'on n'a pas de touristes. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on s'intéresse à ce genre d'imagerie? Malheureusement, dans le cadre de la visite, on ne pourra pas tout regarder puisque ça dure 30 et 16 minutes. Je vous invite bien sûr à revenir le voir quand vous voulez, avec plaisir. C'est des films qui sont passionnants. Et juste ici, on a le drapeau, qui est le travail final de Katia dans cette exposition. Vous voyez donc un drapeau algérien, on le reconnaît. Et on reconnaît aussi en surpiqûre, dans ce geste un peu de reprise textile, l'insigne kabyle, berbère. Donc le drapeau algérien, enfin, par exemple, ça c'est assez personnel, mais en tant que Français, j'ai toujours été habitué à un drapeau très stable, très établi, que je connais depuis toujours et qui est assez ancien. Il faut imaginer que le drapeau algérien, dans sa forme populaire et finale, il a été... c'est 1962, au moment de l'indépendance. Donc il y avait beaucoup de gens, et c'est raconté, et c'est assez fascinant, qui créaient ces drapeaux chez eux. Et donc parfois, ils étaient un peu différents. Ils n'avaient pas exactement la forme du modèle initial. Et c'est un peu cette pratique-là qui est reprise par Katia en ajoutant, bien sûr, ce symbole, qui questionne une des plus grandes problématiques de l'Algérie contemporaine, en tout cas politiquement, qui est le sort des Kabyles et de leur reconnaissance. 80% de ce que vous voyez ici est un patrimoine, malgré qu'il est colonial, mais il est algérien. C'est qu'il existe à Alger, il existe en Algérie. La carte ancienne, qui a été faite par l'époque coloniale, nous indique certains lieux qui ont disparu. Ça, pour nous, c'est un repère historique. Donc voilà pour cette salle, et puis on va continuer. On tourne les marches qui sont juste là-bas. Donc on retrouve Samy Balogi, comme vous le devinez, avec la suite de ce diptyque et de ce travail de recherche. Ici avec un site d'extraction, et bien sûr les traces laissées en fait sur la terre, directement sur le sol, et sur leur réminiscence aujourd'hui. Donc c'est le même lieu, à une centaine d'années de différence. Donc il s'inscrit exactement dans les travaux qu'on a vus juste en dessous, bien sûr. Et tout autour de nous, on a les travaux de Khouloud Awash, qui ont dû attirer votre attention aussi par leur couleur et leur puissance, et leur taille aussi, bien sûr. Khouloud Awash est une artiste irakienne qui a fui l'Irak, puisqu'elle était sous pression de groupes religieux pour son choix de vie, qui était celui de l'artistique. C'est une artiste totalement autodidacte, qui est assez impressionnante dans ce travail, puisqu'il y a une précision, vous le verrez si vous rapprochez du point, qui est assez fascinante. C'est un travail qu'on pourrait appeler de quilting, un peu l'art du patchwork américain, voilà, qu'on le connaît. Et ici, qui évoque des symboles traditionnels de la culture mésopotamienne, que ce soit au niveau des animaux, des végétaux et des formes et des motifs, mais aussi des problématiques beaucoup plus contemporaines. On voit avec l'insertion de ce téléphone portable juste ici. Et on a une troisième pièce ici qui s'appelle La peur, Fear, qui est assez éloquente aussi, qui se passe de commentaires. Ici, c'est l'artiste Aza Aborebié, une artiste syrienne. Ce sont des gravures qui décrivent en fait un moment très particulier de sa vie, c'est l'emprisonnement en Syrie, dans une prison pour femmes, considérée comme opposante au régime. Donc ici, c'est des scènes de vie en fait de cette prison. On a à droite une scène de fouille qui est assez évidente, et à côté une scène de vie de communauté entre femmes dans cette prison. De l'autre côté, c'est la même période, mais ce sont des images intérieures, des personnes qu'elle a perdues, qui lui manquent, qui ont été emprisonnées dans ce contexte. Ça peut aussi évoquer, vous verrez aussi au niveau des autres gravures, les œuvres de Goya et des désastres de la guerre. Il y a une grande inspiration pour Aza qui est revendiquée en fait. Et juste derrière vous, c'est le travail de Omar, donc de son nom d'artiste Rameau, qui sont des autoportraits. Donc il y a il y a une photo de lui qui est entremêlée au tirage avec un portrait de son grand-père, et qui questionne aussi cet héritage bien sûr familial, et aussi les raisons pour lesquelles il a quitté le Maroc, principalement pour son homosexualité. Exilé en France aujourd'hui, il a étudié les mathématiques et il continue son travail artistique. Il fait beaucoup de poésie aussi. C'est pour ça qu'on retrouve cette écriture qui est comme entaillée dans l'œuvre. More light, comme un besoin fondamental de plus de lumière sur ces sujets, aussi celle de l'espoir. Il le dit lui-même, c'est choisi d'être entaillé puisque cette œuvre est infinie et je ne la considère pas comme finie. Une construction aussi identitaire. Et en passant, on voit un des travaux de Maïa Amin, qu'on a découvert avec les Rousseau, juste en bas, et qui là, sur le thème de la reprise
Elle nous offre un exemple assez éloquent, puisqu'en fait, avant la guerre civile du Liban, son père, Moussa, confectionnait des vêtements pour enfants. Puis il a dû arrêter ses activités suite à la situation politique. Et elle lui a remis en fait entre les mains une machine à coudre. Elle a filmé ça. Donc c'est une vidéo vraiment en échelle 1:1 où on le voit reprendre ce travail-là sans patron. Et elle lui a dit fais quelque chose, fais un habit pour enfants. Et donc il a fait cette petite robe bleue qui est ici. On a bien sûr la suite du travail de Sarah Ouazouf avec ses déconstructions du motif qu'on avait vu juste en bas avec Woven on Woven, ces grands travaux de broderie en caoutchouc ici, qui travaillent aussi sur des objets de l'intime comme des mouchoirs. Je vous invite à aller dans cette salle. Il y a quelques places sur le banc pour ceux qui veulent prendre une petite pause. Donc Farah qu'on a découvert en bas avec les notes de chevet. Et ici, qui travaille sur de la diapositive. Alors, dans le travail de recherche de Farah, un gros travail de recherche, il y avait cette volonté de trouver des cartes postales qui évoquaient la Tunisie. Elle dit qu'elle n'en trouvait pas en Tunisie. C'est bien évident, elles étaient envoyées bien sûr vers l'étranger. C'est ici en France qu'elle a trouvé tout un stock de cartes postales qu'elle a pu acheter et aussi un stock de diapositives. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a en fait fusionné les deux en gravant au laser sur les diapositives certains contenus de ces cartes postales. Il y a donc vraiment en fait une correspondance qui s'opère entre l'image qui est projetée dans la diapositive et ce qu'elle a pu choisir d'inscrire grâce à la carte postale. À la fois, ça donne des choses parfois assez grinçantes, parfois assez évidentes aussi. Oui, bien sûr, tout l'idéal du tourisme et d'identité tunisienne. Qui sont juste en face du travail de Majed, du point en croix. Cette technique de broderie qui est aussi un héritage culturel palestinien fort. Majed est un artiste palestinien. Par ce geste très précis, très soucieux du détail, qui est celui du point en croix, il vient évoquer des situations qui sont violentes. Ce sont en fait des frontières tripartites qui sont représentées par ces formes presque organiques. Donc je vais vous les dire en suivant la cartelle puisque je ne peux surtout pas les comprendre. Donc la première c'est Turquie, Syrie, Irak. La deuxième est tombée, elle n'est pas loin. C'est Jordanie, Irak et Arabie Saoudite. Et enfin, Syrie, Jordanie et Irak. Il y a quelque chose aussi dans la façon dont le geste est effectué avec ce froissé du mouchoir. Ce sont deux films qui évoquent une situation politique très particulière qui est celle du Golan. Donc le plateau du Golan qui se trouve entre Israël et la Syrie notamment, qui appartenait, qui était un territoire syrien et qui a été dans le cadre de l'annexation israélienne colonisé. Beaucoup de villages ont été complètement rasés. Il en reste bien sûr quelques-uns, dont celui d'où vient Randa. Donc Randa a fait des études aux Beaux-Arts de Damas et a repris une formation aux Beaux-Arts de Paris qu'elle a terminée cette année. C'est son travail final justement. Qui évoque donc deux moments différents, mais ce thème-là. Ici, c'est sur un point haut de ce plateau, en fait, où on voit d'un côté la mer, qui est le côté en fait israélien, et puis les plaines de Damas du côté syrien. Vous allez le voir, c'est un travelling qui s'effectue tout autour dans un mouvement circulaire, où on va voir Randa aussi dans la vidéo, sur une échelle. Vous allez voir petit à petit, la vidéo va s'accélérer, et on va finir par ne plus rien distinguer. Comme un paysage totalement abstrait qui vient souligner un peu l'absurdité de cette situation, l'absurdité de cette condition politique. Puisqu'aujourd'hui, le Golan est considéré comme le Golan occupé, et pour beaucoup de ses habitants, ce sont des habitants qui sont aujourd'hui apatrides, puisque n'étant pas reconnus par le régime syrien, et ne voulant pas prendre la nationalité israélienne, donc c'est une situation très particulière. Et à gauche, on a une vidéo, un film, qui filme des moments de vie quotidienne aussi au Golan, dans ce village. Donc là, on a une jeune fille qui joue avec ce ballon. C'est commenté, vous allez voir, il y a de la musique aussi. On va voir aussi le père de Randa qui lance des avions dans un moment très joyeux et très simple, qui sont aussi des images que Randa voulait évoquer, que voulait montrer. Celle d'une vie, d'un peuple accueillant. Vous allez voir aussi la présence d'éoliennes dans la vidéo. Dans le cadre de l'annexation d'Israël, il y a beaucoup d'éoliennes qui ont été implantées dans cette région. Ça, c'est le travail de Khaled Dawa, un sculpteur syrien. Le travail s'appelle « Voici mon cœur ». Ça évoque le quartier de la Ghouta qui a été bombardé par le régime, qui pour beaucoup d'opposants au régime a été un peu considéré, même pour Khaled, comme l'événement qui a marqué la fin de la révolution syrienne. C'était un quartier en fait centre de l'opposition et des réunions des opposants. Khaled n'y vivait pas, mais il y allait très souvent dans ce cadre-là. Il a donc beaucoup d'amis, de familles qui y vivaient. Bien sûr, c'est une œuvre aussi mémorielle. Tout le paysage que vous voyez ici est en fait imaginaire, c'est un paysage mental, mais chaque appartement, lui, est bien réel, puisqu'il est meublé de petits meubles, de petits objets. Vous trouverez aussi
aussi sur l'atelier, puisque Raled vient perpétuellement continuer de travailler sur son œuvre et rajouter tous ces détails qui, eux, invoquent des situations personnelles, des histoires familiales très réelles. Alors c'est en polystyrène qui a été recouvert en fait d'une solution à la colle et à la terre et à l'eau qui donne cet aspect. Et après c'est du petit bois pour les objets. Et sur l'éclairage aussi qui est, vous en convenez, assez sobre. Ça évoque pour Raled une nuit d'été. C'est ces longues nuits d'été où tout le monde se réunissait en fait. C'est un travail qui est très fort et même dans sa conception, puisque Raled a commencé ce travail il y a 4 ans et demi avec une seule petite pièce. Puis il a continué. Ça a pris tellement de place dans son atelier, dans sa vie. Pour le sortir, ils ont dû carrément démonter la porte de son atelier pour faire sortir la pièce et pour l'emmener jusqu'ici. C'est ça. Exactement. Et l'on peut donc dire que toutes ces œuvres ont pour horizon cette réparation. Alors c'est très humble, il ne s'agit pas de tout réparer, mais en tout cas de suturer des zones, de colmater certains récits nationaux ou familiaux dont des pans entiers auraient été oblitérés. Et l'autre dénominateur commun des artistes invités, c'est que elles et ils sont dans des processus sériels. Ce sont des œuvres en fait qui continuent sans cesse d'être réinventées, transformées, comme si finalement justement le geste de réparation en fait ne trouvait jamais sa fin, était toujours nécessaire et urgent. Tenter la réparation dans son urgence, dans son impossible fin. Tenter la réparation en regardant les impensés, en ouvrant les traumas individuels et collectifs. Grand et nécessaire chantier. Merci à Nora Philippe, à Axel Toinon et à toutes les équipes de l'association Portes Ouvertes sur l'Art. L'exposition est visible jusqu'au 10 juillet à la Cité internationale des arts à Paris. C'était Le Beau Bizarre, un podcast du studio indépendant Audio Sauti, disponible sur toutes les plateformes d'écoute, et merci de votre écoute.